dire pour moi de redémarrer, enfin de continuer, parce que c'est pas un redémarrage, de continuer, qu'on puisse poursuivre la vie des Amis du CRIF à travers un média particulier qui s'appelle Zoom en cette période compliquée de confinement. Et pour cette première des Amis du CRIF à travers Zoom et le Facebook Live, et je crois également sur YouTube, on a le grand plaisir, j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir notre ami, oui, je peux dire que c'est mon ami Philippe Val. Philippe Val que tout le monde connaît, donc il est inutile de le présenter, on le connaît, mais on va juste rappeler que bien évidemment il est journaliste et il est avant tout écrivain maintenant. Et je crois que c'est important parce que nous allons aussi parler de son livre, de son dernier livre, L'Europe ou rien, qui va paraître aux éditions de l'Observatoire. Et pour l'interroger, nous avons le plaisir également d'avoir un autre ami avec nous, qui est notre ami Frédéric Aziza, qui est le directeur de la rédaction politique de Radio J et qui va aujourd'hui interroger notre ami Philippe Val. Et nous aurons également, comme c'est la tradition des Amis du CRIF, vous aurez la possibilité de poser quelques questions à la fin de la conférence, bien évidemment, et on apportera les réponses, Philippe apportera les réponses aux questions que vous vous posez. Et ces questions, parce que c'est très compliqué sinon, je vous demanderai de les poser par écrit à travers soit par mail, soit à travers les messages que vous pouvez peut-être envoyer directement sur Zoom. En tout cas, nous ferons l'interprète de vos questions pour les adresser à Philippe qui se chargera d'y répondre. Alors, avant de donner la parole à Frédéric Aziza, je voudrais, en votre nom à tous, en mon nom bien sûr, au nom du CRIF et des Amis du CRIF, le féliciter parce que c'est un nouveau grand-père. Il vient la semaine dernière. La semaine dernière, sa belle-fille et son fils ont eu la joie d'accueillir une petite fille prénommée Suzanne à New York. Donc voilà, je voulais, mon cher Frédéric, t'adresser toutes nos félicitations et un grand Mazal Tov, et je te donne tout de suite la parole. Merci Francis. Alors, une rencontre Philippe Val sur fond de crise sanitaire qui va aussi nous conduire à parler de ses conséquences sur notre vie de citoyen, sur le vivre ensemble, et aussi, puisque c'est au centre de votre livre, l'Europe ou rien, aussi sur l'Europe. On va commencer, si vous le voulez bien, Philippe Val, par une question personnelle. Ce que vous vivez depuis la publication en 2006 des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo, est-ce que c'est pas quelque part une sorte de que vous vivez donc depuis déjà 14 ans? 14 ans. Oui, par moments, ça ressemble en tous les cas à ce qu'on vit aujourd'hui. Ma vie, pendant de longues périodes et encore quelques fois maintenant, ressemble à un long confinement, puisque, évidemment, je fais partie de ces gens dont en quelque sorte, la liberté est menacée, la vie est menacée, pour des raisons de liberté d'expression. Donc, je vis sous protection policière depuis 14 ans. C'est une manière de vivre. Ça me rappelle évidemment quelque chose. Je dois donner mon planning tous les jours pour le lendemain au ministère de l'Intérieur depuis très longtemps. Donc, remplir des formulaires d'autorisation de sortie, pour moi, c'est pas très dépaysant, c'est sûr. Et comment on vit, Philippe Val, un tel confinement, entre guillemets? Comment on vit ça au fil des jours, des semaines, des mois et des années? La vie normale, en quelque sorte, doit reprendre ses droits, parce que sinon on deviendrait fou, on deviendrait paranoïaque, on en voudrait au monde entier. Notre équilibre psychique serait dangereusement menacé. Heureusement, il y a suffisamment de choses que j'aime dans la vie pour avoir la sensation d'avoir une vie normale. Si je n'étais pas sous protection policière, je pense que je passerais quand même beaucoup de temps à lire et à écrire, c'est-à-dire dans la solitude. Il y a des tas de choses que je fais dans la solitude, que je continue à faire normalement. Donc, il y a une grande partie de mon emploi du temps qui, je dois bien l'avouer, ne change pas beaucoup.
Alors, on va parler de l'actualité, Philippe Val, si vous le voulez bien, et de la crise sanitaire que nous vivons. Emmanuel Macron, il a raison de dire que nous sommes en guerre contre le coronavirus, en guerre sanitaire. C'est une façon de dire qui est tout à fait acceptable et honorable, mais j'ai préféré ce que disait le président de la République allemand, qui disait que c'était une épreuve, on n'avait pas d'ennemi qui nous ressemble en face de nous, on n'a pas un autre être humain en face de nous qui nous menace et dont il faudrait se débarrasser. On a en face de nous quelque chose presque d'invisible, évidemment, qui est un virus, et qui exige de nous de prendre soin de l'autre. C'est un peu le contraire de la guerre. À la guerre, il faut se débarrasser de l'autre qui nous menace. Ici, il faut prendre soin de l'autre en faisant attention à ne pas véhiculer la maladie. C'est quand même très différent. Humainement, c'est le contraire peut-être de la guerre. Et c'est juste de dire qu'on vit, qu'on revit, qu'on renoue avec les grandes peurs du passé. Oui, bien sûr, parce que quand un virus est inconnu, comme c'est le cas du coronavirus, un nouveau virus, les scientifiques, évidemment, sont beaucoup mieux armés aujourd'hui qu'au Moyen-Âge, mais la société réagit d'une façon avec des réflexes similaires. Le confinement, il existait au Moyen-Âge, on le lit dans Foucault, dans Surveiller et punir, l'état de peste qui décrit très longuement ressemble évidemment au confinement que nous vivons aujourd'hui. Donc, l'humanité, depuis Socrate, a évolué beaucoup. L'intelligence humaine, elle, est toujours à peu près la même, et les réactions devant quelque chose d'inconnu perdurent. Alors, Philippe Val, vous qui avez été directeur de Radio France, vous êtes journaliste, qu'est-ce que vous pensez dans le cadre de cette crise sanitaire, de cette bataille contre le coronavirus, qu'est-ce que vous pensez de l'omniprésence de l'information, de ces débats en continu sur les chaînes d'infos? C'est pédagogique ou c'est anxiogène? À une certaine dose, c'est pédagogique, c'est nécessaire. Une information sûre, sincère, honnête, qui fait la part au doute, qui fait la part à notre méconnaissance des choses, mais est nécessaire pour que les gens soient prudents et suffisamment informés. L'excès de débat, l'excès d'information est délirante. Effectivement, le fait que les chaînes d'information soient soumises à la loi de parler en permanence, de dire quelque chose en permanence, ça a sans doute un effet dangereux peut-être, parce que les gens, à force d'entendre répéter les mêmes choses, cherchent d'autres choses, cherchent d'autres raisons. Plein de gens aujourd'hui pensent: qu'est-ce qu'on nous cache? Pourquoi on répète toujours la même chose? Trop d'informations tue l'information. Ou encourage aussi le complotisme. Le complotisme. Oui, ça peut encourager le complotisme, mais ça, toutes les peurs le font. Même au Moyen-Âge, quand il n'y avait pas Internet, voilà. Le problème, c'est que la force des fake news, la force du complotisme est décuplée par les réseaux sociaux. Ça, c'est un vrai problème. Mais je pense que même les chaînes d'infos sont conscientes de ça et essayent de déminer. Les journalistes qui travaillent dans les chaînes d'infos sont soumis à une discipline extrêmement difficile. Ils doivent parler tout le temps. C'est pas leur job de parler tout le temps normalement. Ils sont soumis à ça et ça pose un vrai problème. En fait, c'est pas tant les journalistes qui sont coupables. Ils ont des culpabilités. On peut en parler après. Mais c'est surtout peut-être les gens qui se branchent trop sur les moyens d'information. Et il y a aussi ce qu'on voit sur les plateaux des chaînes info, les experts ou les pseudo-experts. C'est ça. Alors, quand ce sont des grands professeurs de médecine, on n'a pas trop le choix. On est obligé de les écouter. D'ailleurs, dès le début de la maladie, on a été nombreux à être quand même étonnés par la qualité. On a fait quelques débats. Moi, j'ai participé à quelques débats avec des experts. La qualité de ces grands médecins français, de ces hommes et de ces femmes qui sont des chercheurs formidables et qui, en plus, visiblement, ont une culture, ont une conscience de la complexité de la société, leur prudence, leur façon de parler. Moi, j'ai trouvé ça, alors peut-être que je suis comme un enfant, mais j'ai trouvé ça assez admirable de voir autant de gens très intelligents. Après, il y a des gens qui ouvrent des débats
qui sont insensés, quoi, insensés. Là, on a vu, par exemple, avec le professeur Raoult, Marseille, et puis les professeurs à Paris, on a vu OM contre le PSG un peu. C'était de ce niveau-là, quoi. Et c'est pas à la hauteur. C'était Marseille contre Paris, quoi. C'est pas à la hauteur. Et alors, on est à quelques jours de la fin du confinement, de cette première étape du confinement. Comment réussir, Philippe Val, le déconfinement? Alors, moi, je ne suis pas du tout expert, je suis comme vous, je suis comme les gens ignorants. J'espère simplement que les gens vont être suffisamment disciplinés pour ne pas transmettre le virus, pour faire les gestes qu'il faut, pour avoir les attitudes qu'il faut, pour avoir la bienveillance qu'il faut. D'autant que cette période qui va venir sera sans doute tendue à cause des problèmes économiques. Il va y avoir des peurs de perdre son boulot, de gagner moins. Voilà. Il y a des professions qui vont être sinistrées. D'ailleurs, le président a parlé tout à l'heure des intermittents du spectacle. Et le monde de la culture en général. Hein. En disant le monde de la culture en général. Mais les intermittents du spectacle, c'est le moteur du monde de la culture. Et j'ai trouvé ça incroyable que dans un pays comme la France, enfin que dans nos pays qui ne sont pas des pays, ce n'est pas des monarchies pétrolières, on ne regorge pas d'argent, on regorge plutôt de dettes, on fasse cet effort énorme de continuer à payer les intermittents pendant un an, enfin jusqu'en août de l'année prochaine. J'ai trouvé ça formidable. Je trouve que c'était un très bon signe, c'était une signature européenne, cet attachement à la culture et à préserver une population qui fait vivre la culture. Alors justement, je voudrais signature. Pardon. Vous dites-moi, Frédéric. Vous dites signature. Pardon. Oui. Quand on parle du monde de la culture, on parle de tout le monde de la culture, évidemment, sauf des écrivains qui, eux, sont encore au Moyen-Âge. Eux, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas d'organisation professionnelle. Eux, ils sont secs quand ça ne va pas. Alors, et c'est pour ça que certains livres sont publiés de façon numérique, comme celui que vous publiez lundi, voilà, L'Europe pour rien, aux éditions de l'Observatoire. Pardon, Francis Khalifa, je crois que vous voulez parler. Oui, je voudrais si vous permettez, poursuivre un petit peu sur cette pandémie, cette épidémie et sur sa gestion en France. Est-ce que, Philippe, vous avez une appréciation, une analyse à nous donner de la gestion de cette crise en France? Alors, d'une part, d'un point de vue médical, bien sûr, et puis je crois que la réponse économique, elle a suivi les mesures qui ont été prises pour les entreprises, pour les intermittents, pour les gens du spectacle. C'est des choses qui sont positives et qui apportent une véritable réponse. Mais est-ce que quelle a été la capacité d'anticipation ou de préparation, ou l'incapacité ou l'impréparation du gouvernement français face à cette crise, surtout si on la met en comparaison et en balance avec ce qui s'est fait en Europe et ce qui s'est fait dans les pays étrangers. Alors, avec les amis du CRIF, on peut parler d'Israël, par exemple, mais on peut aussi parler de la Corée du Nord. Il y a beaucoup de pays comme ça où on a eu le sentiment que l'anticipation était là et qu'elle a manqué chez nous. La Corée du Sud, vous voulez dire, Francis? Oui, la Corée du Sud, pardon. La Corée du Nord. Oui, là, voilà. Donc, voilà, d'un point de vue médical, moi, je pense pas que ce soit le moment de condamner les autorités médicales sur leur impréparation. J'ai entendu un très grand professeur, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un chercheur reconnu, et qui parlait au nom d'une communauté scientifique internationale. C'est un Français, mais qui disait cette chose en janvier, alors que nous savions que ce virus existait et que déjà la communauté scientifique internationale travaillait sur ce virus. On aurait été tous, sans exception, complètement incapables de prévoir dans quel état serait l'Europe 2 mois plus tard, que la propagation du virus serait telle. Si ces gens-là, qui sont au sommet du savoir médical et de la recherche, étaient incapables de prévoir la diffusion de ce virus et ses effets,
Comment peut-on reprocher aux politiques d'avoir été imprévoyants? Là, il y a une injustice. On a le droit, évidemment, de critiquer les politiques, on est en démocratie, mais à raison, il faut le faire. Là, en l'occurrence, c'est de la folie de le faire. Par ailleurs, je voudrais noter une chose pour répondre à votre question, Francis. C'est d'abord, chaque pays qui a été impacté par le virus a appris aux pays suivants comment il fallait agir. L'Italie a été frappée avant nous et la France a tiré des leçons de ce qui se passait en Italie. La France a été frappée avant l'Allemagne. L'Allemagne a tiré des leçons de ce qui s'est passé en Allemagne. Il y a aussi ces raisons pour lesquelles l'Allemagne s'en est mieux sortie que l'Italie. C'est que plusieurs pays ont été impactés avant elle. Ils ont tiré les leçons. Angela Merkel a été extrêmement attentive à tout ça. Bon, Macron aussi. Alors, pour ce qui concerne la façon dont ça s'est organisé, je trouve là encore qu'il y a une signature européenne extraordinaire. Parce que ce qui a été privilégié dès le départ dans les pays démocratiques qui ne sont pas gouvernés par des gens pour le moins étranges comme Trump ou Boris Johnson, dans les pays démocratiques, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et quelques autres pays, et Israël évidemment, on a privilégié d'entrée de jeu sans hésitation la vie humaine et non pas l'économie. On a injecté dans l'économie des fonds hallucinants. L'Europe, il faudra s'en souvenir quand même, a débloqué des fonds pour que les travailleurs français, les commerçants ne fassent pas faillite. L'Europe a débloqué des centaines et des centaines de milliards d'euros pour pouvoir aider les gens. Et justement, ce qui était privilégié, c'était la vie humaine. Et ça, ça montre que l'Europe a une vraie culture qui s'est imposée aux autres. Les Chinois ne l'ont pas fait. Les Chinois ont nié non pas les pauvres Chinois, mais le Parti communiste chinois, ce qui n'a rien à voir, a menti pour des raisons idéologiques, comme les partis communistes ont menti pendant tout le XXe siècle, ils continuent au XXIe siècle. Ils ont menti pendant plusieurs semaines, ils ont laissé se propager le virus, et au nom de l'idéologie, ils ont sacrifié la vie humaine. Exactement le contraire de ce qui s'est passé en Europe, où on a dit la vie humaine compte plus que tout. Et ça... Alors justement, Philippe Val, c'est ce dont vous parlez dans votre livre, justement, L'Europe ou rien, et je cite une phrase de ce livre, le marxisme, le nazisme et les théocraties ont en commun d'ignorer la réalité de la seule valeur que reconnaît un individu, celle de sa propre vie. Mais une question quand même, est-ce que vous êtes bien certain que l'Europe a toujours hissé dans tous les temps la valeur de la vie au centre de sa civilisation, de la civilisation européenne? Non, Frédéric, vous avez raison, bien sûr. Il y a toujours eu un courant en cette faveur très fort en Europe depuis, on pourrait dire, la création de l'Europe en tant que civilisation, c'est-à-dire quelques siècles en Grèce avant Jésus-Christ, 5 siècles avant Jésus-Christ en Grèce. Il y a toujours eu cette préoccupation qui a dû lutter contre des forces contraires, mais elle a souvent sacrifié la vie humaine. Les gouvernants, certaines idéologies ont sacrifié évidemment la vie humaine. Et sur leur propre autel, ils l'ont sacrifié. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé avec cette crise du coronavirus montre que dans cette partie de l'Europe de l'Ouest et en Israël notamment, Israël qui s'en est bien sorti parce que c'est un pays peut-être discipliné par l'état de conflit permanent qu'Israël connaît depuis sa naissance. Donc la solidarité, l'aide, la fraternité, pour parler avec des mots simples, a joué à plein. La responsabilité, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la bienveillance pour l'autre, la protection de l'autre, a joué à plein. Et puis voilà, ce sont des pays quand même qui ont fait la preuve de l'attachement au tu ne tueras point. Non seulement tu ne tueras point, mais tu protégeras la vie de l'autre autant qu'il est possible. Alors, dans votre livre, Philippe Val, j'ai cru voir un parallèle que vous faites ou que vous feriez entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer au lendemain de la crise sanitaire et ce qui s'est passé au lendemain de la Première Guerre mondiale, puisque vous citez Paul Valéry qui posait cette question en 1919, l'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique, ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps? Bon, et après, Valéry, ça débouche sur cette fameuse phrase, maintenant nous savons que nos civilisations sont mortelles. Moi, je pense
qu'effectivement, les civilisations, on l'a vu, les Incas, les Aztèques, les Égyptiens, les Sumériens, ce sont des civilisations disparues. Et vous dites qu'il n'y a qu'une civilisation qui a survécu, notamment, c'est la civilisation européenne. La seule qui survit, c'est la civilisation européenne. Elle survit au siècle, elle survit aux maladies, elle survit aux grandes invasions, aux invasions barbares, elle survit aux épidémies, aux grandes crises, elle survit à tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fondée sur une théologie, elle est fondée sur une éthique. Justement, cette réalité, la seule qui compte, de la vie humaine. Et nous jugeons, dans cette civilisation européenne, nous jugeons le monde, nous comprenons le monde à la mesure de l'homme, à la mesure de ce que l'homme peut en comprendre. Et ce qu'il peut en comprendre, c'est ce qui lui arrive de bien et de mal à lui, à son corps, dans sa chair, dans ses nerfs. Et cette civilisation européenne est basée sur la réalité de cette existence. Elle n'est pas basée sur un idéal théologique ou idéologique. Et c'est pour ça qu'elle survit, et c'est pour ça qu'elle ne disparaît pas, et c'est pour ça qu'elle s'est exprimée fortement en Europe de l'Ouest aujourd'hui, en privilégiant la vie humaine sur tout le reste quand l'épidémie s'est déclarée. Alors, la civilisation européenne a survécu, mais l'Empire romain n'a pas survécu, l'Empire romain n'a pas survécu. C'est un empire, c'est pas une civilisation. Et de même que la Grèce antique n'a pas survécu. Elle a survécu. Ce qui animait la pulsion, on pourrait dire, civilisationnelle qui animait la Grèce est la même que celle qui animait l'Empire romain, est la même qui s'est perpétuée tant bien que mal dans la civilisation médiévale. On le voit par exemple au XIIIe siècle, c'est toujours une reprise très forte de cette civilisation qui parfois avec des échecs qui durent un siècle, comme le XIVe siècle, ou le XVe, et ensuite avec la Renaissance au XVIe, elle revient toujours, elle renaît toujours, avec la référence avec toujours cette référence à cette hybridation judéo-grecque qui est la civilisation européenne. C'est la raison grecque et la loi juive. Et vous parlez de civilisation judéo-grecque, je ne sais pas si vous en parlez ainsi, en tout cas, le peuple juif a survécu. Le peuple juif a survécu pour les mêmes raisons. Parce que, si vous voulez, l'Europe s'est constituée sur la loi juive et la raison grecque. En gros, pour faire vite. Et ça n'arrête pas de produire de l'Europe, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de réussite, mais ça produit de l'Europe. Et après la Seconde Guerre mondiale, quand les Juifs vont créer l'État d'Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont un bout d'Europe. Ils produisent de l'Europe. Ils ne savent faire que ça. On ne sait faire que ça de l'Europe. Avec beaucoup d'opposition, avec beaucoup d'hostilité autour. Mais c'est toujours la civilisation européenne qui s'exprime de nouveau. Alors justement, c'est pour ça qu'elle est toujours vivante. Elle est toujours là. Et justement, dans votre livre, Philippe Val, je cite un nouveau passage de ce livre. Vous dites, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Shoah, nous nous posions cette question, qu'allons-nous faire désormais pour être différents? Quelque part, c'est ainsi qu'est née l'Europe. C'est ce que disait d'ailleurs Simone Veil tout au long de sa vie publique. L'Europe est née de la Shoah, est née construction européenne. De la construction européenne, oui, est née de la Shoah et de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et n'est-ce pas la même question qu'il faut se poser aujourd'hui? Qu'allons-nous faire désormais pour être différents? Bien sûr, c'est la même question et c'est la même réponse. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Jean Monnet, qui était le porte-voix d'énormément de conscience, et puis tous les fondateurs de l'Europe, y compris Churchill, le mouvement des Européens en 1947, en Hollande, enfin bon, tous ces gens se disent on ne peut plus être comme avant. C'est cette période historique qui a vu la naissance des nations, qui va, si vous voulez, entre Valmy et l'unité allemande. C'est l'Europe des nations qui se constitue. C'est une époque révolue. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais c'est une époque révolue. Toutes ces guerres entre les nations ont montré que ce système était à bout de souffle, ne marchait plus, et qu'il fallait s'unir. La mondialisation, si vous voulez, elle commence quand, la mondialisation? Elle commence quand le premier humain quitte l'Afrique pour conquérir le monde, il y a quelques centaines de milliers d'années, voire 3 millions vraisemblablement d'années.
l'homme est un animal mondialisé. C'est un animal forcé, il va partout. Donc, à partir de ce moment-là, s'il y a trop de nations, trop de fragmentation, les désirs d'empire font les guerres, les désirs d'accroissement de richesse font les guerres. Là, le rapport de force entre ces nations, à un moment donné, doit être aboli, au moins sur un continent, pour montrer déjà l'exemple. Mais je pense que déjà ce qui a été fait depuis la guerre, même si beaucoup de gens sont mécontents, ça a déjà été des abandons de souveraineté en temps de paix, ce qui est unique dans l'histoire humaine. Mais il va falloir maintenant aller plus loin et faire une vraie fédération des États-Unis d'Europe afin de peser suffisamment face au monde qui se profile, qui va être très dur suite à la crise du coronavirus économiquement, avec une Chine qui va se déchaîner, avec une Amérique qui n'est plus l'allié qu'elle était autrefois, depuis que Trump est là. Trump n'aime pas l'Europe. L'Europe représente pour lui tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire précisément ce souci de l'autre, ce souci compliqué du droit, ce souci vétilleux de l'harmonie sociale, on pourrait dire, et de la richesse culturelle, toutes ces choses essentielles qu'il n'aime pas, c'est pas son monde. Et ce qui faisait des États-Unis notre allié, c'était qu'on était le même peuple pratiquement, on vient du même endroit, et quelque chose, j'espère provisoirement, mais brisé, le leadership de la démocratie mondiale n'existe plus, c'était l'Amérique, quoi qu'on en dise, parce qu'ils étaient intervenus 2 fois en Europe pendant les 2 guerres mondiales, parce que c'est un pays jeune, plein d'énergie et plein de créativité, mais c'est fini, ça n'est plus le leadership de la démocratie mondiale. Et il faut, pour la survie de la démocratie et des droits de l'homme, il faut un leadership de la démocratie mondiale, et c'est l'Europe qui doit prendre ce leadership. Elle ne peut le faire. Et alors aujourd'hui, Philippe Val, le clivage, c'est notamment en France entre pro et anti-européens. Je pense que depuis le clivage gauche-droite est éteint. Je pense que depuis, en gros, 2005, le référendum constitutionnel, le clivage principal n'est plus droite-gauche, mais européen ou anti-européen. Et ça, nous allons payer le mensonge qui consiste à nous faire croire que ce n'est pas vraiment le clivage. Moi, je pense que c'est vraiment le clivage. Parce que les anti-européens sont liés ils passent par-dessus, si vous voulez. C'est l'extrême droite et l'extrême gauche européenne qui sont anti-européens. Et un jour, ce qui nous menace, c'est que ce qui les sépare soit moins important que ce qui les unit. Un jour, ils vont être unis parce qu'ils ont tellement de programmes communs, l'extrême droite et l'extrême gauche, enfin Marine Le Pen et Mélenchon, si vous voulez, ils ont tellement de points communs que le danger, c'est qu'à la faveur de désordre ou de chaos, il y ait des alliances de fait, des alliances d'opinion même, vous voyez, parce qu'on voit bien comment ça transite entre l'extrême gauche et l'extrême droite, les voix lors des élections. Enfin, alors on va en parler un peu plus tard, mais je voudrais revenir à... mélange dans des mouvements comme les Gilets jaunes. Francis Khalifa, pardon. Juste pour revenir à l'Europe et l'épidémie, est-ce que vous considérez, Philippe, que finalement la solidarité européenne face à l'épidémie s'est pleinement exercée déjà entre les États? Et une question qui arrive derrière, est-ce qu'on aurait pu imaginer un traitement européen de l'épidémie? Ça, c'est la première partie de la question. Et puis, je voudrais revenir à votre notion d'États-Unis, d'Europe. Est-ce que vous pensez, là je me fais un petit peu l'avocat du diable, est-ce que vous pensez que l'on peut faire les États-Unis d'Europe lorsque l'on n'a pas une langue commune, lorsqu'on a une telle disparité entre les différents pays européens, disparité économique et sociale d'ailleurs? Alors, nous sommes encore des nations, donc les problèmes qu'il y a eu de rivalité dans le traitement de l'épidémie, par exemple, les masques qui ont été volés ou qui ont disparu, etc., ces choses-là, sont des réflexes de nation. Les États-Unis d'Europe n'auraient pas fait ça, c'est sûr. On aurait mis tout de suite en commun ces éléments décisifs de la
de la lutte contre la maladie. Mais l'élément le plus décisif encore, c'est la finance, c'est le sacrifice commun qui vient d'être consenti par la communauté européenne pour que les gens ne sombrent pas dans un chaos économique à l'issue de la crise du coronavirus. Et ça, l'Europe l'a fait. L'Europe vient de le faire. Il va falloir s'en souvenir. Ensuite, Francis, pour répondre à votre question sur la langue, je pense que ça n'est pas important. D'abord, aujourd'hui, on peut apprendre les langues beaucoup plus facilement qu'autrefois. On peut éduquer les gens à parler et on peut avoir 2-3 langues véhiculaires à travers l'Europe. En une génération, on peut le faire. Garder des langues qui nous sont chères et qui sont riches de leur littérature et de leur finesse et de leur profondeur et de leur singularité. Garder toutes ces langues, mais avoir avoir une ou 2 langues véhiculaires. C'est tout à fait possible. Ensuite, le problème, ce n'est pas la langue. Le problème, ce qui pourrait nous séparer, c'est la culture. Or, nous avons une culture commune. Nous avons une culture. Bergman est un cinéaste européen. Shakespeare est un dramaturge européen. Mozart est un musicien européen. Nous devons tout à Goethe, à Dante, à Cervantes, à Montaigne. Nous avons une culture commune très forte. Nous sommes liés par cette culture. Sans parler, évidemment, pour le meilleur et pour le pire, de l'origine religieuse même. Moi, je ne suis pas religieux, mais nous avons le christianisme et le judaïsme, le christianisme étant un enfant du judaïsme, en commun aussi. Donc, nous avons en commun, on pourrait dire, le langage de l'âme, si on voulait employer un terme poétique, mais nous avons en commun la priorité donnée à une esthétique, nous avons la Renaissance en commun, nous avons les savants, on l'a bien vu, tous les professeurs de médecine européens sont en lien les uns avec les autres. Donc, la langue n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. Au contraire, c'est une singularité, c'est un enrichissement, toutes ces langues. Mais la culture ne nous sépare pas. Nous avons fait ensemble l'égalité homme-femme, on a fait ensemble le droit des homosexuels, on a fait ensemble les lois sur l'avortement, ensemble nous avons aboli la peine de mort. Vous voyez, on a garanti des droits et des libertés fondamentales ensemble. C'était des pulsions, des désirs qui étaient communs aux Suédois, aux Espagnols, aux Italiens. Nous avons tout en commun. Nous avons tout pour nous unir. Et en plus, les peuples s'aiment. Il n'y a qu'à voir les touristes italiens en France, ou les Français en Italie, ou les Suédois en Espagne. Enfin, vous voyez, ils sont fascinés par l'architecture, par les peintres, par la littérature. On a tout pour être ensemble. Et en plus, vous voyez, on a tout pour ça. C'est fini. Il faut en finir avec ces rivalités nationales. Alors, justement, Philippe Val, vous dites, on a tout pour être ensemble, on a vaincu, on a obtenu des droits et des libertés ensemble. Je parle des peuples, je parle pas des pays. Oui, bien sûr, vous parlez des peuples. Mais ça me conduit quand même à revenir sur ce que vous disiez au début de cette rencontre sur Charlie Hebdo. On se souvient que de violentes campagnes ont accompagné la publication des caricatures de Mahomet que vous aviez publiées à l'époque dans Charlie Hebdo. Et puis, j'ai revu tout à l'heure que en consultant l'historique des attaques dont vous avez été l'objet, dont vous avez été ciblé, Pascal Boniface dénonçait le 21 septembre 2012 dans le Plus de l'Homme, je crois, ce qu'il appelait la carte beauf-raciste des journalistes de Charlie. Comment vous avez vécu cela, ces attaques, et comment vous le vivez, vous le considérez aujourd'hui? Alors, d'abord, les gens qui ont employé des mots aussi forts, Boniface et d'autres, alors que le tribunal de la République a jugé le débat que nous avions ouvert nécessaire à la démocratie, alors que nous étions menacés très fortement à cette époque-là, j'étais sous protection policière très, très, très rapproché à ce moment-là, on faisait l'objet de beaucoup de menaces. Les gens comme Pascal Boniface ont excité contre nous, ont légitimé en quelque sorte les menaces dont on était l'objet. Et d'ailleurs, je vais vous citer, pour aller dans votre sens,
Je cite ce qu'il disait Pascal Boniface, 21 septembre 2012. Il ajoutait « Charlie Hebdo est multirécidiviste contre les musulmans » et il concluait ainsi ses propos. Si Charlie Hebdo est de nouveau pris à partie, il pourra se délecter de dire « On vous avait prévenu que c'était des fous ». 2012, 3 ans avant la tuerie de Charlie. Oui, j'avoue ne pas comprendre pourquoi, sur les plateaux de télévision, on consulte encore les lumières de Pascal Boniface. C'est un des mystères, mais en même temps, ça ne me semble pas si étonnant que ça. Il y a une tradition bizarre dans nos milieux intellectuels. Moi, je ne suis pas du tout contre les élites, au contraire, évidemment. Une démocratie ne peut pas fonctionner, c'est un système complexe, c'est une culture très riche et il faut des experts et des grandes pensées et des chercheurs, etc. Donc, j'aime les lire, j'aime les entendre, etc. Non, j'en veux aux élites quand elles faillissent, quand elles ont failli à être des élites. Et quand j'entends Pascal Boniface sur des plateaux de télévision avec des gens assez intelligents quand même, qui l'écoutent et puis qui hochent la tête en disant « Ah oui, pas mal ce qu'il dit », etc. Je me dis, voilà, nos élites, elles ont failli à être des élites. Elles ne savent pas l'enjeu de ce que raconte Pascal Boniface, elles ne comprennent pas ses arguments et les conséquences de ses arguments. Pourtant, plus que ça, Frédéric, plus grave que ça, elles ne se souviennent pas. Elles ne se souviennent pas de la raison pour laquelle Pascal Boniface a fait un scandale au Parti socialiste il y a quelques années. Donc il y a quelque chose là qui est une maladie des élites, de nos élites, dont une grande partie n'a rien compris à l'affaire Dreyfus, y compris Paul Valéry que je citais, que je cite au début de mon livre. Je ne parle pas de tous les intellectuels d'entre les deux guerres. Et pire encore, après la Shoah, ceux qui ont continué à taire ou à occulter un antisémitisme qui, par exemple, se déchaînait en Union soviétique entre 1945 et la mort de Staline. Et tous les grands intellectuels français proches du Parti communiste étaient au courant. Ils se sont tous tus. Il y a bien là une maladie profonde des élites françaises qui n'est pas la maladie, qui n'est pas une maladie populaire, puisque depuis le 19e siècle, comme chacun sait, le Premier Empire, les Juifs sont citoyens de plein droit en France, et la population française n'est pas une population antisémite, c'est pas une passion française l'antisémitisme. Depuis ce temps-là, il y a des racistes en France, il y a des préjugés, il y a des stéréotypes qui sont colportés, mais par exemple, le racisme, c'est une passion qui arrive parce que l'autre étranger arrive, vient, prend du boulot, fait du désordre, s'habille pas comme nous, parle pas comme nous, etc. Donc, il y a un racisme qu'il faut combattre, etc. L'antisémitisme, ça n'a rien à voir. C'est une idéologie, l'antisémitisme, aujourd'hui. C'est une idéologie. Et on peut dire que ça peut, quelquefois, être considéré comme de nouveau une passion française. C'est une passion, non, ce n'est pas une passion populaire française, c'est un chic des élites. C'est un vrai chic, c'est le vrai chic, vous voyez, comme on dirait du vrai chic parisien. Vous voyez, c'est comme il l'a été du temps de Paul Morand, de Bernanos, etc. L'antisémitisme en gants de Pécari. Bon, c'est un antisémitisme, il a plusieurs racines, à gauche, très, très fortement, puisque les penseurs socialistes du 19e siècle étaient très souvent antisémites. Ils ont idéologisé l'antisémitisme au 19e siècle. Auparavant, il était plutôt religieux, l'antisémitisme. Il est devenu idéologique, évidemment, comme chacun sait. Et il y a l'antisémitisme d'extrême droite, l'antisémitisme qui s'est développé en prenant le juif comme symbole du capitalisme, etc. Puis surtout après, qu'il y a eu l'aubaine de pouvoir être pro-palestinien et contre Israël. Mais ça, c'était déjà, le symbole du capitalisme, c'était déjà le cas au début du XXe siècle. Enfin, ça dure depuis longtemps.
Oui, c'est le 19e qui fait ça. C'est le 19e qui invente ça. C'est même Marx lui-même dans son premier livre sur la question juive. On peut parler d'antisémitisme des élites lorsqu'on parle de l'antisémitisme des banlieues, par exemple, des jeunes musulmans. Non, alors justement, on ne peut pas parler évidemment d'antisémitisme des élites, mais vous remarquerez, Francis, que ces élites défendent toujours les banlieues. C'est-à-dire que même, il y a des partis, si vous voulez, en France, ou des groupements quelconques, partis politiques ou associations, qui ne sont pas évidemment ouvertement antisémites, puisqu'ils seraient interdits. Donc, ils ne le sont pas, mais en revanche, ils ont des antisémites dans leur rang, et ils se taisent. Ce qui est pire encore peut-être que d'être antisémite, parce qu'ils cautionnent un antisémitisme qui les arrange au fond. Vous voyez, qui ne leur déplaît pas. En tous les cas, qui ne leur déplaît pas suffisamment pour qu'ils le condamnent haut et fort. On l'a vu avec certaines personnes plus ou moins recommandables qu'il y a dans le groupe parlementaire de Mélenchon. On l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, quand il y a eu énormément d'actes et de propos antisémites, également homophobes, etc., dans le mouvement des Gilets jaunes, et qu'il n'y a aucune voix qui a condamné fermement, sans dire mais après, parce qu'on condamne, puis après on dit mais oui, je suis contre, mais il faut dire que la violence de la société ou de la police nous fait que non, on condamne, point, sans mais derrière. Personne ne l'a fait. Donc, si personne ne l'a fait, c'est qu'il y a une tolérance pour l'intolérable, et qui est quelque chose qui a à voir avec, évidemment, une jonction, une hybridation entre un antisémitisme chic, politique, et un antisémitisme des banlieues, un antisémitisme qui existe dans les milieux musulmans. Une fois de plus, tous les musulmans, évidemment, ne sont pas Bien sûr. et on en connaît suffisamment, Francis, vous et moi, qu'ils ne sont pas pour pouvoir en témoigner fermement, mais il y a un antisémitisme musulman qui est hybride avec cette pensée française, et c'est insupportable. Vous dites une tolérance pour l'intolérable, c'est favorisé, c'est favorisé, c'est créé par les élites, par une partie des élites. C'est créé, absolument. C'est un écosystème qui permet à l'antisémitisme de se propager. Voilà. Et je pense, il y a des gens qui ne sont pas soupçonnables d'être antisémites, mais qui se taisent devant l'antisémitisme, qui se taisent ou qui trouvent des arguments. Et on l'a vu parfois dans des articles du Monde, dans des dessins du Monde, etc., dans du journal de notre... Bon, on l'a vu dans tous ces endroits-là. Alors, à chaque fois, on ne veut pas crier au scandale, mais pourtant, c'en est un. Et c'en est un. On ne devrait pas transiger sur ces questions-là. Or, il y a un non-dit, on l'a bien vu à chaque fois qu'il y a des... Vous savez, j'ai été vraiment... Quand il y a eu les attentats de Charlie, ça a duré longtemps, puisque il y a eu le terrorisme, les terroristes se sont enfuis, puis une autre partie des terroristes sont allés porte de Vincennes faire l'attentat à l'hypercachère. Donc évidemment, on était pendus à la radio et on écoutait ce qui se passait. On était catastrophés, terrorisés, effondrés de douleur, et on écoutait. Et il a fallu attendre, alors que la prise d'otage de l'hypercachère avait commencé depuis plusieurs heures, il a fallu attendre 11 heures du soir pour qu'on dise que c'était un attentat antisémite, parce que le président de la République a parlé d'un attentat antisémite. C'était l'hypercachère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça durait depuis des heures. Et les personnes, les journalistes, ne prononçaient pas le mot. Ça veut dire, ça dit tellement de choses. Cette volonté de ne pas dire, justement, ce désir de ne pas dire, cette résistance à prononcer le mot antisémite. Alors, on revient à l'actualité, Philippe Val. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des raisons d'espérer, éventuellement des raisons de désespérer? C'est-à-dire que les raisons d'espérer, oui, parce que j'espère que les gens vont reconnaître la nécessité de donner une dynamique formidable à la culture européenne et
à la construction européenne. Ça va être la grande aventure politique de la jeunesse d'aujourd'hui, si par bonheur elle y adhère. Elle aura au moins, si vous voulez, la possibilité de trouver une raison de vivre dans cette construction, en donnant une raison d'espérer au reste du monde. Pendant des années, pendant plus de 10 ans, j'ai fait des reportages, ce qu'on appelle pompeusement des grands reportages, à travers le monde. Et à chaque fois que j'ai rencontré des gens qui pensaient un peu leur pays, que ce soit au Vietnam, en Afrique, n'importe où, en Chine, dans n'importe quel pays, en Amérique du Sud, à chaque fois, je trouvais quelqu'un pour me dire, nous, on espère parce que vous êtes là, parce qu'il y a l'Europe. On espère qu'un jour, on sera comme vous. On est encore, bien que l'on l'ignore trop, un modèle et un phare pour tous les gens qui espèrent vivre un jour dans un état de droit, dans une démocratie, avec leurs droits respectés. L'Europe est encore ce modèle et ce symbole. Et peut-être que si on l'incarnait vraiment, on serait plus heureux. Peut-être qu'il est aussi nécessaire de parler d'un paradoxe. C'est qu'on dit aujourd'hui, et la crise du coronavirus va sans doute révéler des choses là-dessus, on dit qu'on est dans une société qui crève de son individualisme. Je pense que c'est le contraire. Elle crève de sa sursocialisation, parce que de tous les instincts primaires de l'homme, tous ont été analysés par la psychologie, par la plus grande, par Freud, par tous les grands intellectuels à travers les siècles, depuis Socrate. On interroge la sexualité, le désir de prédation, l'agressivité humaine. On interroge les comportements de l'animal humain dans ce qu'ils ont dans leurs racines les plus profondes. Il y a une chose qu'on interroge très rarement, c'est le fait que l'homme est un animal social. C'est comme ça, il est un animal social. D'ailleurs, ses ancêtres, qui est pré-hominiens, sont aussi des animaux sociaux. Enfin, les chimpanzés, les gorilles, enfin tout ça, sont des animaux sociaux. L'homme est un animal social. Or, ce fait qu'on est un animal social est très peu interrogé. Et je pense qu'on est hyper socialisé. On n'a pas... Le progrès, pour moi, ça n'a rien à voir avec la solidarité et la bienveillance dont je parlais tout à l'heure. Si, ça a à voir, mais je pense que l'animal individuel, celui qui sait être seul, celui qui sait se poser des questions sur lui et sur le monde dans la solitude, et qui assume sa liberté individuelle, il est meilleur pour l'autre. Regardez, aujourd'hui, les gens, ils sont dans un parti, ils sont même dans une entreprise. J'ai dirigé une entreprise, deux entreprises dans ma vie. Quand vous vous attaquez, vous avez un conflit, même si c'est pour faute grave avec un de vos salariés, tout de suite, vous avez toute l'entreprise contre vous. On est socialisé. Ça enlève toute responsabilité humaine. C'est normal qu'il y ait de la solidarité, de la camaraderie, mais regardez comment fonctionnent les gens de la France Insoumise, du Front National, mais aussi des associations, des écologistes. Ils pensent tous pareil en même temps. Et celui qui ne pense pas pareil, il est peut-être dans une solitude insupportable. Il est comme un escargot sans sa coquille. Il est prêt à être bouffé par toutes les fourmis qui passent. Donc, il faut cultiver cette pensée personnelle. Je pense qu'une pensée sur l'individualisation de l'individu, je pense qu'une culture de ça, que nous amènerait peut-être une réflexion là-dessus, une réflexion sur la sursocialisation de l'individu serait plutôt une bonne chose, parce que notre appartenance à un groupe, à une race, à une religion, à un sexe, à une pratique sexuelle, c'est trop, à une nation. On appartient à trop de choses, on ne s'appartient plus à soi-même. Alors attendez, Philippe, on revient à votre livre à l'Europe. Vous dites, parce que là vous avez l'air d'être plutôt optimiste, et pourtant il y a cette phrase dans ce livre: la crise du coronavirus est un choc sanitaire. Elle peut réserver de bien mauvaises surprises, on le sait. On est capable du pire, et pire encore que le pire imaginable. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. La crise du coronavirus, ça peut ouvrir la porte au populisme en France et en Europe? Bien sûr, quand on pense en groupe, quand on est incapable de mettre après en commun la pensée qu'on a eue librement et seul, après on peut les mettre en commun, nos pensées. Mais quand on pense en groupe, quand on pense en rond, quand on pense en faction, regarde, ça fait des partis qui sont génétiquement totalitaires. Et quand on commence à penser autre chose que le corps de l'individu,
que ce qu'il est capable de ressentir comme souffrance, comme… Quand on pense autrement, on est dans l'idéologie totalitaire. Et on a connu le pire de ça. On a connu le nazisme au bout de ça. Donc le pire du pire, ça a donné ça. Donc, le pire du pire, le nazisme est né de la crise de 29. Oui, il n'est né que de la crise de 29. Il est né d'une haine de l'Europe aussi. Et de la guerre de 14-18 peut-être, mais ouais, le pire du pire peut naître de la crise du coronavirus. La fragilité économique, la peur, peut faire en sorte que les gens se replient toujours plus dans leur communauté d'origine, communauté de je ne sais quoi, toutes sortes, on a toutes sortes de communautés sexuelles, enfin tout ce qu'on veut, il y a des communautés pour tous les goûts. C'est le supermarché des communautés, notre société. Et il ne faut pas se replier dans. C'est normal qu'on se sente appartenir à quelque chose, des familles, etc. Mais il faut que l'appartenance à l'espèce humaine soit plus forte que toutes les autres appartenances. Et puis, l'appartenance à soi-même, à la fois toute l'espèce humaine et moi-même dans ce que je ressens dans mon corps. Il faut cette jonction entre le plus petit et le plus grand. Et tout le reste, toutes les autres appartenances ont leur importance, mais elles sont subsidiaires. Elles sont subsidiaires quand il s'agit du collectif et du politique. Il faut penser à travers ça. Est-ce que vous ne pensez pas, pour rebondir sur ce que vous dites, justement, que c'est sur ces idées-là, justement, c'est sur la disparition des appartenances que surfe aujourd'hui l'extrême droite et que l'extrême droite a un tel succès aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement un risque à vouloir gommer toutes les appartenances, de finalement arriver à l'effet inverse et de voir le totalitarisme et les extrêmes arriver justement au pouvoir dans les sociétés qui sont aujourd'hui des sociétés démocratiques? Alors, je ne pense pas qu'il faille rayer et gommer les appartenances. On peut même les enrichir. On peut même continuer à en jouir parce que c'est un plaisir aussi de se retrouver entre personnes qui ont des choses en commun importantes. Mais il s'agit de les hiérarchiser. Il s'agit de voir au moment du danger qu'est-ce qui prime avant tout. Ce qui prime avant tout, c'est, à mon avis, c'est deux choses importantes. C'est ce que je pense au plus profond de moi-même et mon appartenance à l'espèce humaine. Toutes les autres appartenances deviennent moins importantes à ce moment-là. Il faut savoir désacraliser, tout en désacraliser certaines appartenances quand certaines circonstances le commandent. Je pense que c'est nécessaire. On peut pas, parce que les appartenances sont une idée. On ne peut pas, une fois de plus, sacrifier le corps de l'autre à une idée. Il ne faut plus le faire. Donc, il faut respecter ses idées, mais pas jusqu'au sacrifice du corps de l'autre. C'est une pensée humaniste, en quelque sorte, mais qui ne se limite pas d'ailleurs seulement à l'être humain. On peut respecter aussi le vivant, mais voilà, il ne faut pas rentrer dans une secte. Les gens, en ce moment, sont sursocialisés. Je trouve que la société est un conglomérat de sectes, pas assez ouvertes sur le reste du monde et qui ne hiérarchisent pas assez leurs appartenances. C'est un travail intellectuel et culturel qui est nécessaire. Quand vous êtes dans une salle de spectacle, moi j'aime le théâtre, j'aime le spectacle, j'aime les concerts. Quand vous êtes dans une salle de spectacle et que vous entendez par exemple un concert absolument magnifique, chaque être humain dans la salle qui ressent l'émotion profonde de cette musique, il représente toute l'humanité. C'est un modèle. Quand vous voyez une pièce de Shakespeare, que vous êtes concerné par cette fiction, vous êtes toute l'humanité. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a des moments qu'il faut privilégier où chacun est toute l'humanité. C'est peut-être ça le fond aussi de la grande culture européenne. C'est que chaque être humain représente toute l'humanité. Et les circonstances où on le ressent le plus, peut-être, c'est devant l'art, devant les grandes beautés, devant les choses très émouvantes, ou alors devant les tragédies humaines. Devant les tragédies humaines, évidemment, là, il n'y a plus de différence entre nous. Il ne faut plus qu'il y en ait. Il faut que la solidarité agisse. Alors Philippe Val, je crois qu'il y a quelques questions du public, des gens qui nous regardent sur Zoom ou sur le site Facebook du CRIF qui vous ont adressé des questions. Peut-être que Véronique peut s'en faire la porte-parole. Robert. En tout cas, moi, première question, en attendant que Robert peut-être se remette sur l'émission en rebranchant son micro, moi j'ai une première question qui vous est adressée et qui traite justement de l'Europe.
Et la question est la suivante. L'Union européenne est-elle en mesure de poursuivre la construction européenne sur les mêmes bases technocratiques et les mêmes traités? Alors, je pense, hélas, que non. Évidemment que c'est une réforme permanente. Je ne suis pas je suis pas un politique à proprement parler. Non, je regarde ça de ma fenêtre, mais en même temps comme militant, parce que je crois vraiment, vraiment à ça. Je crois vraiment à la construction européenne. Je pense qu'il faudrait montrer qu'un petit groupe de pays européens montre l'exemple et se fédéralise. 2, 3, 4 pays européens, d'abord pour commencer. Évidemment, à la chute du mur de Berlin, quand les pays totalitaires de l'Est, les régimes totalitaires de l'Est se sont effondrés, la Russie a voulu garder son pouvoir sur plusieurs pays de l'Est et qui ne voulaient pas, eux. Ils voulaient tout de suite rentrer dans l'Europe pour que ça les protège de l'impérialisme russe. Et nous, on n'a pas pu refuser qu'ils rentrent dans l'Union européenne. On a été très vite, on a été trop vite. On a été pris par le vent de l'histoire. D'où l'entrée de la Pologne, sans doute prématurée, d'où l'entrée de, etc. Ce sont des entrées qui se sont sans doute faites trop vite. On a été trop nombreux, trop vite, avec des disparités trop grandes. Regardez le travail qui a été fait avec l'Espagne ou le Portugal, qui a été un travail plus long, plus lent, plus réfléchi, qui a été un travail formidable de l'Europe. Regardez l'Espagne en 1960 et l'Espagne en 1990. En 30 ans, ce qu'est devenu l'Espagne, un pays démocratique, prospère, et vraiment démocratique, alors que c'était un pays du tiers-monde avec un dictateur fasciste. L'Europe a été formidable, de même le Portugal. Là, on a été pris de court avec les pays de l'Est. Alors sans doute faudrait-il un premier embryon de fédération européenne qui montrerait les effets de sa puissance, car il faut une puissance européenne, il faut qu'elle montre sa puissance, et qui attire les autres, qui se prépareront à intégrer cette fédération. Je pense que ça doit se refaire, il doit y avoir une nouvelle Europe qui doit se faire à partir d'un noyau dur. Alors, j'ai une deuxième question qui vient de m'arriver. Craignez-vous que cette crise sanitaire, puis probablement économique et financière, aggrave l'antisionisme et l'antisémitisme? C'est celle que je voulais poser. Je pense que toutes les crises qui fragilisent les institutions démocratiques, parce que l'économie bat de l'aile, parce qu'il y a beaucoup de faillites, parce qu'il y a de la souffrance et de la peur, je pense qu'à chaque fois, ça favorise l'antisémitisme. Parce que c'est un marqueur de la fragilité de nos sociétés. C'est pour ça que, voilà, une fois de plus, l'antisémitisme est une idéologie. C'est une idéologie du repli, qui va bien avec le nationalisme. D'ailleurs, évidemment, une fois de plus, tous les nationalistes ne sont pas antisémites, mais tous les antisémites sont nationalistes, tous. Et ils ont tous cette passion du repli dans des frontières défendues de façon, si possible, agressive. Donc, évidemment que l'antisémitisme est comme une fièvre qui peut revenir avec des conséquences absolument tragiques, parce que c'est le marqueur de notre effondrement à chaque fois. C'est le marqueur de l'effondrement des sociétés. Des sociétés, j'allais dire, intelligentes, des sociétés cultivées. Le marqueur de leur effondrement prochain, c'est l'antisémitisme. Robert, est-ce que tu as une question, Véro? Une question de Brigitte Henriquez qui vous demande: d'autres pays ont réagi très tôt dès janvier. La majorité des problèmes liés au manque de masques. Nous avons sacrifié la vie de médecins, d'infirmières dans les hôpitaux. Nous n'avons pas pu aider les Italiens lorsqu'ils demandaient de l'aide à l'Europe. Personne n'a bougé par manque de masques ou de matériel de réanimation. Est-ce que nos civilisations ne risquent pas d'être ensevelies par la mondialisation des échanges et l'abandon d'activités nationales? Il semble que ce qui s'est passé a malmené l'Europe et a montré qu'il n'existe pas d'Europe de la santé. On paye maintenant un prix énorme pour ne pas avoir une culture de la prévention. Alors, d'abord les masques, déjà rien que cette histoire de masques, le gouvernement actuel, moi je ne suis pas l'avocat du gouvernement actuel, mais il ne pouvait pas prévoir une chose pareille.
parce que, une fois de plus, les limités de la médecine étaient incapables de les prévoir aussi. Bon. Ensuite, gouverner n'est-il pas prévoir? La mondialisation, une fois de plus, la mondialisation, elle commence avec l'Homo sapiens, hein, vraiment, tout de suite. Il part d'un point et il conquiert le monde entier. Donc, la mondialisation, c'est la présence de l'homme sur Terre. C'est rien d'autre que ça, la mondialisation. Après, la régulation économique, les empires qui sont concurrents avec d'autres empires, ça, c'est une affaire politique différente. Mais pour répondre à la question de l'abandon de la souveraineté qui nous aurait fait faire des masques, d'abord, c'est pas sûr, pour commencer, parce que des masques, normalement, on en avait suffisamment pour les hôpitaux en temps normal, si vous voulez, mais évidemment pas assez en cas d'épidémie, en cas de grande épidémie. Ensuite, ça pose le problème, effectivement, d'une mondialisation qui s'est effectuée à partir des années 70 de façon assez anarchique et qui a vu la délocalisation d'industries vitales, d'industries européennes notamment vitales, la délocalisation ailleurs, où la main-d'œuvre était moins chère. Enfin, tout le monde connaît ça par cœur depuis le temps qu'on l'explique et qu'on constate, pas besoin de l'expliquer. Or, si maintenant on veut relocaliser, ce qui me semble, à moi, je ne sais pas, mais je pense que c'est nécessaire de relocaliser des choses qui sont vitales pour faire des ordinateurs, pour faire peut-être des voitures, pour faire surtout des vaccins, pour faire des médicaments. Tout ça doit être relocalisé. Vous croyez vraiment qu'avec la concurrence, qu'avec le prix, des histoires de dumping à travers l'Europe et les autres pays, vous croyez que ça va être possible qu'un pays qui s'appelle la France, ou qui s'appelle l'Espagne, ou qui s'appelle la Belgique, va pouvoir relocaliser des industries pareilles? C'est impossible, ça coûte trop cher et le jeu de la concurrence sera tellement défavorable qu'il n'y aura aucune rentabilité à cette relocalisation. La seule façon de relocaliser, c'est de relocaliser en Europe. Il n'y a que l'Europe qui a les reins assez solides, c'est la première puissance économique du monde, l'Europe. On est des impuissants politiques, mais on est des puissants économiquement. La seule puissance du monde qui peut relocaliser, c'est l'Europe. C'est la communauté européenne qui peut relocaliser des industries et qui peut jouer sur le marché de la concurrence pour que ça soit rentable. C'est les seuls. Il n'y a qu'à l'échelon de l'Europe qu'on peut faire ça. Une nation ne pourra jamais le faire. C'est fini. C'est terminé. C'est pas la peine d'espérer, ça ne se fera pas. Alors, j'ai une autre question qui arrive de Ronnie Melamed. Qui dit ceci: le principe de précaution et la pression de l'opinion publique ne risque-t-il pas de détruire l'économie mondiale et de faire infiniment plus de dégâts et de victimes? La pandémie de 1969 a fait bien plus de victimes et, sans être cynique, dit notre auditeur, on a laissé faire les lois de la nature sans augmenter considérablement le nombre de chômeurs. Et il vous demande votre avis sur cette analyse. Mais non, je pense que ce n'est pas tout à fait comparable. Je sais que même Bernard-Henri Lévy l'a cité, cette épidémie de 69 dans son article du Point. Le monde n'est pas le même, ce n'est pas comparable. Le virus est plus mystérieux, je pense, qu'un virus de grippe. Il étonne et il rend très circonspect les chercheurs d'aujourd'hui. Ensuite, il y avait une autre question, dans la question, il y avait une autre question qui était sur le principe de précaution. Le principe de précaution. La question de l'opinion publique. C'est ça, voilà. L'opinion publique, c'est très très important, cette histoire d'opinion publique. Dans une démocratie, il y a deux forces qui s'affrontent en général, en dehors des partis politiques qui ne sont pas d'accord et qui, à l'Assemblée, s'opposent. Mais ça, c'est le jeu démocratique normal. Il y a deux forces qui s'opposent, l'opinion, qu'on pourrait appeler la rue, et le suffrage universel. Il y a quelque chose avec les réseaux sociaux qui a pris un sacré coup, c'est le suffrage universel. Le suffrage universel concerne la totalité de la population votante. Tandis que l'opinion, c'est-à-dire la rue, concerne parfois 6 000 personnes, 30 000 personnes, 60 000 personnes, un certain nombre de gens sur Facebook, ou 40 000 gilets jaunes à travers la France, ce qui n'a rien à voir avec les millions de Français. Néanmoins,
le retentissement médiatique est tel que ça conteste le suffrage universel. C'est ce qu'on a vu pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, c'était une contestation par la rue, c'est-à-dire une stratégie trotskiste, c'est exactement même quand les gens, vous savez, on fait du trotskisme sans le savoir, hein, comme M. Jourdain faisait de la Proust sans le savoir, c'est-à-dire qu'on joue la rue contre le suffrage universel, on joue l'insurrection. Je pense qu'effectivement, il y a une éducation, il faudrait une éducation démocratique suffisante pour relativiser. Et ça, Frédéric, tout à l'heure, parlait des chaînes d'infos, et c'est très important parce que les chaînes d'infos montrent, comme avec un effet de loupe énorme, des rassemblements de 1000 personnes place de la République, Nuit debout, 2000 personnes, nous faisant croire que c'est le peuple. Mais ce n'est pas le peuple, c'est la rue. La confusion entre la rue et le peuple est une confusion mortifère pour la démocratie. C'est extrêmement grave qu'on puisse... que les gouvernants, aujourd'hui, puissent avoir peur à ce point de l'opinion et de la rue. Quant au principe de précaution, instinctivement, j'étais contre le fait qu'il entre dans la Constitution. Le président Chirac a voulu cette réforme. Je pense que c'était une réforme idiote. Ça n'est pas un principe constitutionnel. Il faut laisser les chercheurs travailler. C'était, je pense, le résultat des médecins les plus conservateurs auprès de peut-être le couple Chirac pour qu'on arrête de travailler sur les cellules souches. Je pense que c'est ça qui a déterminé ce vote et c'était, à mon avis, une connerie. Il ne fallait pas le faire. Ce principe de précaution ne doit pas être un principe constitutionnel. Ça relève du comité d'éthique, du comité de consultation d'éthique nationale. Véronique, je crois que tu as une question. Oui. Oui. Alors, merci Philippe et merci à tous. D'abord, sachez que la conférence a un énorme succès. Elle est très, très suivie, tant sur Zoom que sur Facebook. Merci à tous. Alors, des questions de Jean-François Gutmann, président de l'OSE. La décision intervenue hier de la Cour constitutionnelle allemande qui conteste le rôle de la Banque centrale européenne et qui interdit à la Bundesbank de continuer à participer à la conduite de la politique monétaire européenne, n'est-elle pas le signe du début de la déconstruction européenne par le plus important pays de l'Union européenne? Le silence des autres pays est assourdissant. Alors, on a une question complémentaire qui nous dit de Marion Créca. Ne pensez-vous pas que le non soutenu par le PS au référendum sur la Constitution européenne a été une faute grave? Alors, pour ce qui concerne la banque allemande, la Cour constitutionnelle, évidemment que les avancées européennes ne se feront pas sans une conception dehors du monde depuis 2 jours et je n'ai pas suivi ça. Donc, ça ne m'étonne pas, mais n'empêche, ça s'est fait. C'est contesté, ça provoque de l'opposition, mais au moins le mouvement a été donné. Ensuite, vous disiez, la deuxième chose, c'était sur le vote non à la Constitution européenne du Parti socialiste. Ah oui, alors voilà, c'est pas tout le Parti socialiste, c'est Laurent Fabius à l'époque qui est devenu un dissident de façon incroyable, puisque lui-même étant président Mitterrand était, comment dire, quelqu'un de très complexe, avec pas que des côtés sympathiques, mais il y a une chose peut-être qui est depuis l'après-guerre jusqu'à sa mort, c'est sa fidélité à la construction européenne. Or, Fabius a trahi, il a trahi et il a emmené la gauche dans une aventure dont on voit aujourd'hui quel résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parti socialiste, il n'y a plus de parti social-démocrate. Des libertés, des débats démocratiques sont sans parti aujourd'hui. Ils sont sans parti. Quand on voit aujourd'hui des gens comme Olivier Faure qui se soumisent, on se dit que c'est foutu. Quand on voit que le Parti socialiste a été quand même
La liaison commence à être mauvaise. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un saut dans le vide. Quelque chose s'est produit d'incroyable parce que c'était un parti quand même intellectuel qui pensait quelque chose, qui pensait le monde. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a un vrai problème, il y a une disparition du Parti socialiste qui est très grave, en fond. Après, on Philippe, accuse est-ce que tu peux, Macron d'avoir... Philippe, est-ce que tu peux désactiver ta vidéo pour que le son soit meilleur? Voilà. Il s'est installé là où il n'y avait plus personne. Ah, là, on a un problème de liaison, non? C'est ça? Oui, mais là, on dirait que ça remarche. On est... Ah, ça revient? Ouais, Non, on a enlevé la vidéo pour que vous ayez la connexion pour pouvoir parler, Philippe. D'accord. Alors, une autre question. Très mal, mais bon. Vous m'entendez? Ça y est, je vous entends très bien. Alors, une autre question vient de Luc Le Provost qui vous demande, en parlant du complotisme, j'ai pu remarquer sur les réseaux sociaux que ceux qui en parlent concernant le coronavirus sont les mêmes qui passent leur journée à tenir des propos antisémites. Mais il faut aussi noter que de l'extrême gauche... J'ai pas entendu le début, Pardon. Alors, en parlant du complotisme, j'ai pu remarquer sur les réseaux sociaux... Si vous m'entendez, mais moi, je vous entends plus. Nous, on entend, Philippe, mais malheureusement, je crois que la liaison est mauvaise et que tu ne nous entends plus. Et je vous entends un petit peu. Alors, on réessaye. En parlant du complotisme, j'ai pu remarquer sur les réseaux sociaux que ceux qui parlent du coronavirus sont les mêmes qui passent leur journée à tenir des propos antisémites. Mais il faut aussi noter que l'extrême gauche est de plus en plus de la même tendance. Pourrais-je avoir un éclairage là-dessus de votre point de vue de journaliste? Merci. Ouais, j'ai entendu juste la fin de la question. C'est-à-dire qu'elle portait sur le... Ouais. Je crois malheureusement que la liaison est mauvaise et que ça devient quasiment impossible de poursuivre. C'est pourtant avec plaisir que nous écoutions les réponses de Philippe. Oui. On peut y aller. Alors, on réessaye. C'était une question, Philippe, si tu m'entends, qui faisait le lien entre les complotistes que l'on voit apparaître sur les réseaux sociaux et qui sont un peu les mêmes. Ce sont les Soral et consorts qui, de toute façon, s'expriment et ont des propos antisémites en temps normal, et le lien qui est fait également avec les mouvements d'extrême gauche qui semblent aussi s'engager sur cette voie du complotisme. On te demandait ton avis de journaliste. Oui, sauf que j'ai entendu un mot ou deux, trois mots de toute la question. Je crois que malheureusement, ça va être compliqué de poursuivre. Le son est trop mauvais, la liaison ne passe plus du côté de chez Philippe. Je pense que moi, vous entendez, qu'on me confirme si on m'entend normalement, ou alors... c'est bon, on t'entend. On t'entend bien. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité peut-être de demander à Philippe de prendre son téléphone? Oui. Et peut-être qu'on pourra essayer de lui poser les questions par téléphone. Et j'appelle qui? Appelez-moi. Alors, Robert, tu peux appeler Philippe ou Véro? Ouais, ok, j'appelle. Donnez le numéro, attends 2 secondes. Donne pas le numéro à l'antenne. J'appelle. Il faut donner le numéro Zoom. Non. Zoom. Laisse Robert va donner le numéro Zoom. D'accord. Bon. Allô? Robert, j'attends, tu me dis. 2 secondes. Appel. Attends, ne touche pas à ton téléphone, Philippe. Non, j'y touche pas. En tout cas, c'est tellement intéressant qu'on n'a pas envie que l'émission s'arrête.
Donc, on met tout en œuvre pour essayer de rétablir une liaison ou d'avoir une liaison à travers le téléphone. Robert, tu avances? Non, on va essayer de recommencer. Si on entend Philippe, peut-être que Non, ça sera à vous, Cognac-G. Hein. C'est bon. à vous, Cognac. Il y a On entend bien de nouveau. Voilà, il C'est entend. bon. Là, tu entends, Philippe? Oui, je vous entends bien. Bien, alors j'essaie ou Robert, tu veux reposer la question en la synthétisant? Alors, la question était, les complotismes sur le coronavirus sont souvent les mêmes d'extrême droite qui sont les complotistes antisémites. On s'aperçoit que l'extrême gauche suit la même tendance de complotisme et d'antisémitisme. Que pensez-vous du rapprochement des extrêmes? J'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est ce que je crains le plus. Ils ont tellement de thèmes en commun forts. En gros, ils ne sont pas trop d'accord sur la question de l'immigration et de l'islam. Mais bon, c'est juste pour qu'on reconnaisse les maillots dans la mêlée. Pour tout le reste, ils sont très d'accord. L'extrême droite est devenue une extrême droite sociale et l'extrême gauche est une extrême gauche sociale. Enfin, en tous les cas, c'est sur des convictions. Si vous voulez, c'est ce qui les rend. C'est la question de l'égalité qui est un problème en France, j'allais dire matriciel. Pendant la Révolution française, la question de l'égalité, elle a rendu fou les gens. On a coupé les têtes pour que tout le monde soit égal. Et l'égalité, elle est indissociable de la fraternité et de la liberté. Dès qu'on sort un des trois termes de la devise, il devient une barbarie. Il faut qu'ils restent ensemble, soudés. L'égalité, qui est le grand truc maintenant de l'extrême droite, c'est nouveau. Enfin, du temps de Mussolini, c'était déjà le cas. Hein, c'est un fascisme italien, bon. Mais dès que la question de l'égalité est sortie de la devise, ce qui est le cas à la France insoumise et ce qui est le cas à l'extrême droite, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et en général, la première chose qui est exclue de l'égalité, c'est les juifs. Donc, ça va très vite. C'est la pente naturelle de la passion de l'égalité. Voilà. Donc, il faut avoir l'œil là-dessus. Les complotismes ont toujours existé une fois de plus. Ils existent avec une puissance aujourd'hui telle qu'elle est utilisée par des États. On a vu la Russie, comment elle est intervenue dans l'élection de Trump, dans l'élection de Boris Johnson, dans le Brexit, comment la Russie a réussi à perturber le fonctionnement démocratique avec du complotisme, des fake news, avec des lanceurs d'alerte, avec Russia Today, avec la télé, etc. On a vu comment c'était, comment c'est fragile, comment on est facilement blessé, comment nos démocraties sont facilement affaiblies par ce genre d'attaques que sont les complotismes d'extrême droite et d'extrême gauche. Parce que vous pouvez y aller sur la chaîne Russia Today, là, le lien entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il est fait. Les deux y sont et ils s'entendent très bien. Ils sont tous pro-palestiniens, pro-Hezbollah. Il y a des tas de choses qui les rassemblent. Hein, il n'y a aucun problème. C'est les problèmes idéologiques. Bon, ils sont pas trop d'accord sur 2-3 trucs. Bon, voilà. Mais en gros, sur l'essentiel, ils sont d'accord. Tout le succès et la vigilance qu'il faut que l'on ait face à ce complotisme et à la force numérique. On parlait en plus de la puissance européenne tout à l'heure, mais la puissance européenne, elle seule, peut construire un monde numérique humain, un monde numérique avec des règles. Pour l'instant, le monde numérique, il n'a pas de règles. Et les règles qui sont à l'intérieur du monde numérique, elles ne sont pas des règles qui viennent du suffrage universel et de représentants, elles viennent de milliardaires, elles viennent de Steve Jobs, elles viennent de gens comme ça qui décident de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et en plus, fiscalement, ils truandent tous les pays dans lesquels ils travaillent. Donc on ne peut pas continuer cette solidarité dans la démocratie. Elle n'est pas un vain mot, elle passe aussi par la fiscalité. Donc il faut travailler à ces questions dans l'Europe qui vient. Mais l'Europe, un pays tout seul, ne peut rien contre ces géants. Il faut que ce soit le continent européen qui prenne le pouvoir sur ces questions-là.
Bien, c'est sur ces mots que va se terminer cette conférence de Philippe Val. Il me reste une information importante à vous donner. C'est d'abord que le livre de Philippe Val, L'Europe ou rien, aux éditions de l'Observatoire, sort lundi prochain en e-book et que vous aurez le privilège de pouvoir le précommander via la newsletter du CRIF ou via le site du CRIF dès demain. Donc n'hésitez pas, vous allez pouvoir le précommander. Bien sûr, remercier très chaleureusement Philippe Val de s'être prêté à ce jeu de questions-réponses, tant avec le public qu'avec les questions de Frédéric Azizard. Dire à Frédéric à nouveau toute notre joie d'avoir appris la naissance de sa petite fille, et le remercier également pour l'animation qu'il a fait de cette conférence. Remercier bien sûr Robert Echnès qui a assuré toute la technique et toute la préparation de la préparation technique de cette diffusion, et bien sûr ne pas oublier Véronique Harari que vous avez entendu et que vous réentendrez le mois prochain, puisque nous aurons un nouvel ami du CRIF le mois prochain à travers Zoom. Et bien sûr vous remercier à toutes et à tous d'avoir été si nombreux à assister à cette discussion avec Philippe Val. Merci à tous, bonne soirée à tous, et je rends l'antenne à vous, Cognac G.